découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire. Merci de nous rejoindre dans cet entretien consacré à l'analyse de la situation politique en Côte d'Ivoire. La relation entre le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé, et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La situation de la gauche en Côte d'Ivoire avec la recomposition des blocs. Voilà les questions que nous allons aborder au cours de ces échanges avec Tapé Kroumbura, président du mouvement pour la renaissance africaine Mourave. Tapé Kroumbura, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mobio. Vraiment un G plutôt. Mobio, c'est le nom de plume. Tout juste la gouverne de nos internautes. Alors, on va d'abord vous demander de faire un rappel de vos relations entre vous et Blé Goudé. Quelles sont les relations qui vous lient naturellement? Vous allez donc faire un retour en arrière jusqu'à l'époque de votre rencontre à partir de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, FESI. Ok. Merci, M. Agui. Je salue tous les auditeurs, auditrices de Ivoire TV. Il faut dire que la relation avec le ministre Charles Blé Goudé remonte à longtemps, je pense dans les années 1992-93, je pense plus précisément 93. Je suis un aîné à ministre Charles Blé Goudé, que j'appelle Charlie. Et donc, il m'a trouvé à l'université. J'étais à l'époque secrétaire général de la faculté des sciences et techniques, la FAST. Et donc, Charlie arrivait avec d'autres camarades, dont Damana Picasse. Ils étaient à la cité de York. Et à cette période-là, donc, il y avait la responsable à l'époque de la section, qui était la camarade Kwabla Esther, qui est ici à Bruxelles avec moi. Et donc, c'était dans son bureau qu'on se sont retrouvés Damana Picasse, Blé Goudé, Thierry Ludovic, et Jean par la suite, ainsi de suite, donc vous voyez. Et donc, quand nous avions à l'époque, au temps de Martial Aïpo, qui était le secrétaire général le plus visible, c'était pas le premier secrétaire, mais c'est été le plus visible, celui à partir duquel la FESI, effectivement, a eu son envol. Donc, il y avait les réunions des sections, du BEN, du Bureau d'études nationales des sections. C'est comme ça que nous sommes connus. Donc, vous voyez que c'est des choses qui datent depuis 1980, vers la fin des 92, 93, ça. Donc, il y a ces rapports-là que nous avons entretenus. Et ensuite, quand Blé Goudé est devenu secrétaire général, moi, j'étais étudiant. Mais n'empêche que nos rapports sont restés les mêmes et jusqu'à ce que, bon, il y a eu la situation, le coup d'État manqué du 19 septembre 2002 qui s'est mué en rébellion. Et donc, de ça, vous avez vu, enfin, beaucoup d'Ivoiriens ont vu, ou bien les Africains, le monde entier a vu Charles Blé Goudé qui était allé faire ses études à Manchester, revenir et se mettre, je vais dire, du côté des institutions de la République pour battre, comme on appelle le pavé, et dire que ce n'était pas par cette manière-là qu'il fallait le faire. Moi, à l'époque, j'avais quitté le pays, j'étais en Allemagne. Et parallèlement, si nous n'étions pas d'accord avec ce qui s'est passé, d'ailleurs, je rappelle que M. Konaté Siliki, qui est devenu ministre, donc, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée de la nuit du 18 au 19 septembre
non, oui, 2002, nous avions organisé, donc avec Maître Évariste Souinché du pays Jean, Agro-EGN, à Bonn, une manifestation. C'était le 28 septembre, la Côte d'Ivoire a été attaquée le 19, donc le samedi, je crois qu'il a suivi, quand le deuxième samedi, nous sommes retrouvés à Bonn pour manifester contre cette attaque-là et le camarade Siliki à l'époque, avec lequel je m'étais entretenu la veille, est venu donc à l'ambassade, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bonn. J'ai été le premier à prendre la parole. Après moi, le camarade Konaté Siliki a pris la parole et nous avons véritablement dit ce que nous pensions de cette attaque parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça. Et donc, je veux dire, à partir de là, moi étant ici en Europe, étant sur le continent africain, donc nos rapports n'étaient pas, je veux dire, on s'entendait, on s'écoutait, on manifestait l'un vers, enfin, par rapport aux institutions de la République, mais le contact, c'était simplement de manière téléphonique, vraiment, je veux dire, quelques rares fois, puisqu'il était pris de son côté là-bas, jusqu'à ce qu'on puisse le transférer à La Haye, je crois le 22 mars 2014, si ma mémoire ne faillit pas. Et donc, absolument. Comment? Absolument. Voilà. Mais bien avant lui, déjà le 30 novembre 2011, le président Laurent Gbagbo a été déféré à La Haye et il a comparu pour la première fois le 5 décembre 2011. Et moi, ma première visite, enfin, ma première manifestation que j'ai faite avec d'autres camarades, bien sûr, donc c'était le 10, le samedi 10, nous sommes retrouvés, c'est la première fois que je foulais, je ne savais même pas l'existence de ce qu'on appelait La Haye, que je foulais le sol de La Haye avec d'autres camarades. Nous étions allés manifester, dire que non, ce n'était pas bien qu'on ait déporté le président de Laurent Gbagbo. Je parle bien du président Gbagbo a comparu le 5, nous nous sommes retrouvés le 10 décembre. Et ça serait l'une des premières manifestations à laquelle j'ai participé en ce qui concerne La Haye. Ensuite, on a fait d'autres manifestations jusqu'à ce que le ministre Chablé Goudé soit attrapé, capturé, je préfère l'expression, en Ghana, envoyé en Côte d'Ivoire. Ensuite, il est resté 14 mois et en plus, il est venu, on l'a déporté à La Haye où il est venu trouver le président de Laurent Gbagbo. Nous continuons de manifester. Mais quand il est venu, voilà, et que nous nous connaissions, bon, je veux dire, l'idée d'aller voir mon jeune frère, mon ami, mon camarade, a été plus fort que tout. Voilà. C'est pas que je voulais pas voir le président Laurent Gbagbo, mais je veux dire, quand le président Gbagbo était là, nous ne connaissions pas les mécanismes même, en fait. Je me souviens comme si c'était hier, nous sommes allés, je ne sais plus, faire un meeting à La Haye, et à l'époque, M. Alain Toussaint, au moment où nous étions en train de finir le meeting, puisqu'entre-temps, on avait créé le 15 mai 2011, voilà, le CEPAD, le comité d'action du pilotage des actions de la diaspora, dirigé par Maître Serizekou à l'époque, qui avait été créé à Bruxelles le 15 mai 2011. Donc, toutes nos cérémonies, donc, le Maître Serizekou était celui qui devait clore la cérémonie. Au moment où il voulait clore, c'est là, M. Alain Toussaint arrivé, qu'il venait de voir le président de Laurent Gbagbo à la prison. Nous, c'était un événement parce que nous, on allait certes à La Haye, mais on n'imaginait même pas qu'on y avait la possibilité de lui rendre visite. Bref. Donc, c'est lorsque Charles arrive, et puis en plus, Maître Serizekou devient l'avocat avec lequel je vis en Belgique ici. Et donc, c'était plus facile quand il nous apprend, c'est lui-même qui m'envoie les documents de, comment on appelle, de la CPI qu'il fallait télécharger. Donc, là, en ce moment, la facilité. Et vous avez gardé le contact avec Goudé. Alors, justement, vous êtes, comme tous les Ivoiriens, au fait de ces rumeurs qui circulent depuis un certain moment sur les relations exécrables qui caractérisaient aujourd'hui les rapports entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Cela a pris de l'ampleur avec depuis le retour à Abidjan de l'ex-président qui, dans aucun de ses discours, n'a évoqué le nom de son ancien ministre de la Jeunesse,
Il a plutôt parlé de Guillaume Soro, il a parlé d'autres personnes, mais jamais de Blé Goudé. Et beaucoup d'Ivoiriens restent toujours étonnés du fait que Gbagbo soit rentré, que Blé Goudé n'ait toujours pas obtenu son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, avec des dissensions qui semblent s'approfondir autour de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, parti auquel le Charles Blé Goudé n'a pas jusqu'à présent formellement marqué son adhésion. Vous qui êtes proche de lui, votre dernière visite à La Haye donc remonte, comme vous nous le confiez il y a cela quelques jours, au 26 janvier 2019, si je ne m'abuse. Et est-ce que vous avez eu à parler de cette situation avec votre ami, avec votre petit frère? Oui, je voulais rectifier un petit truc. Le 26 janvier 2019, c'était ma visite en prison. En prison, tout à fait, oui. À La Haye, je veux dire, en prison. À La Haye, je suis allé voir le ministre il n'y a pas longtemps. Je crois que ça doit dater de avant, parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été, je pense, j'étais là-bas, il doit avoir cela 2 mois. 2 mois. Donc, voilà, bref. Mais voilà, je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas que ce qui a eu, ou bien ce qui s'est passé à La Haye, continue de se passer, c'est quelque chose d'assez très important et d'assez gravissime. Donc, on ne réalise pas ça. C'est pour cela que je me suis permis la fois dernière de rappeler certaines personnes, rafraîchir un tout petit peu de manière modeste à certaines personnes que ce que les gens ont vécu, c'est pas quelque chose, c'était pas de la villégiature, c'était pas quelque chose de simple. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que ils sont épiés. Ils sont épiés parce que le système, moi je parle du système, qui a voulu que le président Gbagbo ne continue pas ce qu'il avait commencé et qu'il a envoyé à la CPI, qui voulait aussi faire envoyer la première dame, Simone Yves Gbagbo, qui a fait partie Charles Blé Goudé. Ce système-là n'est pas content qu'un juge ait pris, parce que ça aussi les gens ne le disent pas, le juge qui ne t'a refusé ait pris sa responsabilité pour les acquitter. Donc le système ne dort pas pour autant. Donc ce qui fait que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, toute conversation qu'ils doivent avoir, c'est une conversation qui sera cryptée, décryptée, ainsi de suite. Et le ministre Charles Blé Goudé a dit quelque chose une fois, il dit le président Gbagbo et moi, on s'est tout dit en prison. Parce que c'est le moment... Il vous le confiait. Il vous le confiait. Oui, il me l'a dit. Parce que ils étaient en prison, ils étaient au 3e étage, c'est ce qu'il m'a dit. Et il arrivait à un moment où, quand le président Gbagbo le ministre Charles Blé Goudé allait le trouver, il pouvait discuter pendant 2, 3, 4, 5 heures de temps d'affilée. Vous voyez, quand le ministre Charles Blé Goudé vous dit que je connais véritablement le président Laurent Gbagbo, il le connaît, il dit je l'ai connu en tant qu'opposant, je l'ai connu en tant que, comment on appelle, président, et je l'ai connu en tant que prisonnier. Vous voyez, donc, ils se sont tout dit. Presque, je vais dire, peut-être il y a appris quelques petits détails. Ça, c'est un aspect. Donc, le deuxième, c'est que quand le président Gbagbo devait rentrer le 17, il a appelé le ministre Charles Blé Goudé. Si je n'abuse, je crois que ça date le 30 mai, si je n'abuse. Le 30 mai, il a appelé. On lui dit qu'il va rentrer. Et ils se sont dit d'autres choses. Je voudrais que le peu que j'ai eu, que je n'en dise pas. Mais donc, ils sont appelés, je vous parle. Le jour où le président Gbagbo devait prendre son... Pour confirmer, je tiens à ce qu'on marque peut-être une petite pause à ce niveau. Là, vous nous révélez donc que le 30 mai dernier, à quelques semaines du retour de l'ex-président à Abidjan, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se sont appelés et Laurent Gbagbo l'a même informé qu'il serait de façon imminente de retour au pays. Tout à fait. Donc, je dis bien, le président Gbagbo, il fait quand même les choses dans live. Il sait. Et comme c'était un monsieur qui a quand même géré la Côte d'Ivoire, il sait ce dont je suis en train de parler. C'était tout un système. Donc, il n'appelle pas Charles comme ça. Parce que les gens pensent que c'est un truc des cafés ou des amis, etc.
quand il appelle, et je pense de manière tactique, il se dit ce qu'il doit dire qui est essentiel, et ça passe. Donc, il l'a appelé. Le jour, je crois, la veille même de son départ, je ne sais plus si c'est le 16 ou le 15, le ministre Charles Blé Goudé et le président Gbagbo l'a appelé. Donc, pour vous dire que les rapports sont intéressants. Ensuite, quand le président Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, mais les gens disent que le président Gbagbo ne le cite pas. Vous voulez que le président Gbagbo le cite comment et pourquoi? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Soro Guillaume. Je pense que c'était lors de la situation avec les prisonniers politiques. Je pense que Soro Guillaume a ses partisans qui sont en prison. Et bien évidemment, là, il y a une dame qui est intervenue parce que le président Gbagbo s'est mis au-dessus de la mêlée. Et tout ce qu'il n'a pas prié les prisonniers politiques. Il a reçu toutes les personnes dont les parents ou bien les amis, ou, etc., étaient en prison ou bien sont emprisonnés pour diverses causes. Donc, c'est à cette audience-là que la responsable du GPS en Côte d'Ivoire, Anne-Marie Bonnifond. Et donc, c'est tout à fait normal que le président Gbagbo puisse donner quand même des nouvelles, puisqu'il est parti. Il a, lorsqu'il a rencontré le chef de l'État, M. Alassane Draman Ouattara, donc il a fait cas du cas de Soro. Et bien évidemment, je suppose qu'il a dû faire cas aussi du cas de Blé Goudé par rapport à son passeport. Mais le contexte faisant, comment voulez-vous, supposons s'il y avait certainement des gens du COJEB, je ne souhaite pas qu'ils soient en prison, qui intervenaient, ce serait normal et logique que le président Gbagbo parle de Charles. Mais ici, il n'y avait que les prisonniers de M. Soro Guillaume du GPS qui étaient là. Et donc, comme vous avez dit, Mme Anne Bonnifond est intervenue. Donc, le président, en donnant une réponse à, comment on appelle, à l'Assemblée qui était là au discours, donc à parler de M. Soro. Cela, c'est tout à fait normal. Jusqu'à ce que maintenant les gens aillent les opposer, je ne vois pas quelle est l'idée. La création du parti politique. Le président Gbagbo, le 9 août 2021, a été clair. Il dit demande à tout le monde de venir dans le parti qu'il veut créer. Ou bien, il va avoir des alliances. Donc, rien n'a été fermé. Rien n'a été fermé, ça veut dire que soit ceux qui pensent que la nouvelle monture dans laquelle va prendre forme le nouveau parti, et que déjà, ça les agrée, et que véritablement, je n'ai pas envie d'être méchant pour dire peut-être devraient être les militants de première heure, c'est leur droit. Mais je souffre aussi que d'autres ne puissent pas être parmi les militants de première heure. Peut-être tel est le cas, je dis bien tel est le cas du ministre Blé Goudé, qui, je pense, s'est exprimé vivement. Mais le cas du ministre Blé Goudé est un cas, je veux dire, assez singulier, dans la mesure où il est le seul qui ne soit pas encore rentré sur le territoire ivoirien. Beaucoup de personnes qui étaient en exil, bon, je pense qu'on dira aussi à M. Soro Guillaume, oui, c'est, mais beaucoup de personnes, mais je veux dire, ce qu'on appelle cette mouvance de gauche, des gens proches du président Laurent Gbagbo, il est pratiquement le seul qui ne soit pas encore rentré. Et je pense que les choses dans la normalité voudraient que lorsqu'une telle situation se pose, nous qui avons été à l'époque à la FECI, quand nous posons des revendications et qu'on arrêtait nos camarades, c'est vrai que le pouvoir avait compris, excusez-moi si je fais cette digression, mais on exigeait la libération de nos camarades d'abord. Donc aujourd'hui, je pense que l'exigence aurait voulu. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Tout à fait. Allô? Allô, monsieur Tapé? Allô? Oui, allô, oui. Vous me... Ok, très bien. Voilà, vous avez perdu. Voilà. Donc, la situation aurait voulu que l'exigence soit que le ministre Charles Blé Goudé soit sur le territoire ivoirien, de telle sorte qu'effectivement, il y ait des discussions qui s'entreprennent bien, des échanges, je préfère même parler d'échanges,
de telle sorte que la situation soit faite ainsi. Mais dans cette situation, vous avez le pouvoir aussi en place, comme on dit, ne dort pas. Donc, on va créer, on va susciter, avec les réseaux sociaux, on peut prendre donc des faux noms, d'autres choses, etc., pour coller. C'est comme vous. C'est-à-dire, je peux vous coller des propos, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, lorsque je dis que vous avez dit, vous savez à combien de personnes qui ont reçu l'information. Le temps que vous cherchez à vous justifier, peut-être qu'il y a 1000 personnes qui ont reçu l'information qui est fausse. Vous voyez? Donc, c'est la même chose aujourd'hui. On crée, je vais dire, je n'accuse pas forcément le pouvoir, mais je vais dire tout le système qui a toujours été contre le président Gbagbo, le ministre Abdoulaye Goudé, tout ce système-là encore se remet en place parce que leur libération n'a pas été quelque chose qui les a plu. C'est tout à fait normal qu'on suscite des choses. Vous avez, comme on appelle, un journal comme Jeune Afrique, qui est au service de la France-Afrique, et qui travaille énormément. Ce n'est pas moi qui le dis, ça, c'est des révélations. Parce qu'un monsieur comme Père Sonam de Chibé Yamé a publié les mémoires de M. Foucault. Et Foucault, on le sait, c'est quand même le concepteur, hein, bien celui qui a mis en œuvre, je dirais même le concepteur et celui qui a permis l'application de la France-Afrique. Et pourtant, il a publié ses mémoires sur lesquels il avait des dividendes. Bref, donc ce journal-là, c'est en contrepartie pour avoir des informations. Il était obligé évidemment d'aller du bon sens. Donc tout cela concourt aujourd'hui à créer je veux dire, une image bizarre, nébuleuse entre le président Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé. Mais à côté aussi, vous avez des personnes qui, ma foi, sont là, des quelques proches peut-être, du président Laurent Gbagbo, qui pour eux, si le ministre Abdoulaye Goudé arrive, leur position ne sera plus, ils sont plus trop proches. Donc, ils ont aussi peur. Et qui déjà, dès le premier instant, créent un certain nombre de problèmes qui n'en sont rien et qui, ma foi, en réalité, ils ne veulent pas que le ministre Abdoulaye Goudé vienne auprès du président Laurent Gbagbo pour accomplir la mission qui se sont fixées en prison. Ok. Alors, si on vous comprend bien, Tapé Groubira, vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a en réalité pas de nuage entre Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, et que l'on assiste plutôt, tout ce qu'on entend relève plutôt d'une crise factice, hein, qui est habilement ourdie par des mains obscures que vous soupçonnez de se cacher tant du côté du pouvoir que dans l'entourage de l'ancien président. Mais je souhaite que l'on revienne justement que l'on avance justement sur la question de la situation de la gauche en Côte d'Ivoire. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un produit de la gauche. Vous êtes, faut le rappeler, un membre du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, qui est légal, vous nous en apprenez justement depuis l'an 2000, donc ça fait plus de 20 ans que vous existez en tant que formation politique légale en Côte d'Ivoire. Alors je souhaite que vous avez été de tous les grands combats de la gauche, en tout cas depuis l'avènement du multipartisme jusqu'à présent. Vous étiez au front donc de toutes les grandes luttes, la dernière en date, la libération de Laurent Gbagbo. En tant qu'acteur de la gauche ivoirienne, en tant que militant mobilisé de tous les combats, quel est votre regard aujourd'hui sur la situation qui prévaut, d'abord avec les divisions au sein du Front populaire ivoirien, qui, il faut le dire, est le parti, est la principale formation de gauche en Côte d'Ivoire, et ensuite, de façon plus large, au niveau de toutes les sensibilités des partis de gauche en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les choses se sont disloquées aujourd'hui, encore plus avec l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Bon, souvent, je n'aime pas tellement cette expression gauche, parce que pour nous, les Africains, ça ne veut rien dire. Je rappelle à toute fin utile que c'est lorsqu'il y a eu la fameuse Révolution française, toutes les personnes qui étaient à la gauche du roi français avaient... Dans l'hémicycle. Comment? Dans l'hémicycle. Ouais, dans l'hémicycle, avaient donc des idées progressistes, et ceux qui étaient à droite avaient des idées, donc on pourrait dire un peu réactionnaires. Donc ça fait partie de leur histoire. Maintenant, on a attribué cela dans l'évolution des choses à nous, les Africains. Moi, je parlais plutôt de partis progressistes, de partis progressistes qui essaient de
de voir comment est-ce que nous progressons dans nos différents emplois coloniaux. Le problème n'est pas forcément lié à la Côte d'Ivoire. Le problème, d'abord, de manière globale, depuis ce qu'on a appelé la tombée du mur de Berlin, vous voyez, aujourd'hui, se dire qu'on est communiste, c'est comme si vous êtes fou. Parce qu'on s'est dit, mais ils sont vaincus. Bon, bref, ça c'est une autre part d'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont parlé de ce qu'on appelle la réelle politique. Qui fait que véritablement on s'est dit, on n'est plus, il faut éviter des histoires de blocs. Tout le monde est au centre, en quelque sorte, et il faut que on essaie de voir comment on va prendre le pouvoir et puis le gérer. Or, la gestion du pouvoir, généralement, pose problème lorsqu'on l'a récupéré et qu'on n'est pas parti avec des idées bien précises, ça peut gérer des problèmes. L'exemple du FPI est un exemple bien connu, auquel peut-être beaucoup de personnes ne font pas attention. Parce que le mot Front populaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parti politique qui a existé en France, qui a permis de donner un certain nombre d'avancées, qui était à l'époque dirigé par M. Léon Blum, hein, je crois qui a été au pouvoir de 1934 ou en 1936. Et donc, le choix du nom de Front populaire ivoirien s'inscrit dans l'esprit, je pense que le président Gbagbo l'a expliqué, dans leur esprit, c'était effectivement ce parti-là qui pouvait, comme le Front populaire français, donner des avancées. Ça, c'est un. De deux, aussi, ça pouvait brasser large parce que ça permettait à des gens d'obédience communiste, des gens d'obédience socio-démocrate, et tout ça, etc., de faire ce groupe-là. Et en même temps aussi, vous avez aussi ce qu'on peut appeler, on va prendre le terme générique, les gens de droite qui sont aussi venus parce qu'ils ont été déçus au PDC. Déçus pourquoi? Parce que si je suis peut-être un ministre, ou bien par exemple, je ne suis pas un ministre, je suis un professeur d'université et que j'attends que le PDCI me nomme et qu'il ne me nomme pas. Et à un moment donné, ce qui s'est passé aux alentours des années 1990, beaucoup vont faire le choix de venir dans le nouveau parti où on se dit peut-être on nous considère puisqu'on est professeur d'université, mais alors qu'en réalité, les valeurs dites de gauche, ces valeurs-là, on ne les a pas, alors que nous sommes peut-être des gens de droite. Je prends les termes génériques qui y vont. Donc voilà un peu où nous sommes arrivés dans un genre de méli-mélo dans le FPI. Ce n'est pas que je blâme le FPI, mais ça a été une réalité. De telle sorte que, on l'a vu, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, on a vu des comportements de certains soi-disant cadres du parti, même bien avant ça. Je me souviens, quand nous étions encore étudiants, le ministre Awadon Melo disait, je crois, je ne sais plus si c'était la convention du FPI à l'époque, il dit nous avons des comportements de droite. On a des comportements de droite et des discours de gauche. Ça, c'était le ministre Awadon Melo. Et ce n'était pas faux. À telle enseigne que ces images-là sont là et qui montrent que souvent, on peut être un cadre, on peut être un universitaire, mais on peut ne pas avoir, parce que la culture de gauche, il faut l'acquérir. Elle n'est pas innée, la culture de gauche. Ou bien la culture même en elle-même, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'il faut acquérir. Et je pense que dans ce qui s'est passé, avec la coordination de la gauche de 1990, qui était composée de 4 partis, qui avaient effectivement des bases idéologiques assez, je vais dire, bien précis. On avait le PIT de M. Francis Baudier, le FPI à l'époque du président Laurent Gbagbo, on avait l'USD de feu Bernard Zani Zaourou et le PSI de M. Bama Morifere. Donc, j'avais vraiment une base. Mais ensuite, dans la prise du pouvoir ou dans l'évolution des choses, la réelle politique a eu raison. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans ce courant. Sans compter le fait que dans l'évolution des choses, il y a eu beaucoup de coups. Puisque nous étions encore là quand je suis ma mémoire, je crois, le 28 septembre 1990, quand le président Houphouët-Boigny à l'époque avait reçu les partis de gauche. Et je pense que le fait que le président Gbagbo ait décidé d'être candidat à l'époque avait créé pas mal de problèmes avec les autres camarades, enfin, ses amis, ses eux, etc., qui a fait qu'en 1995, le ministre Bédier, Vaudier,
a décidé lui aussi d'être candidat parce que, et je pense que c'est l'argument que les gens utilisaient en 95 pour dire, mais en 90, on avait dit qu'on n'irait pas, le Gbagbo est allé. Maintenant, nous aussi, pourquoi eux ils vont pas, nous aussi on va. Donc le pays était allé à l'époque aussi, comme ils le disent, ils sont présentés aux élections face à Bédier. Donc, je veux dire, il y a eu tellement de contradictions, tellement de petits problèmes qui ont fait que ces problèmes n'ont pas été réglés et ça a continué ensuite jusqu'à ce que nous retrouvons. Aujourd'hui, la situation ne changera pas pour la simple raison qu'effectivement, le coup d'État de 2002 n'a pas arrangé les choses. Bien au contraire, après ce qui s'est passé, il y a eu donc la création, c'est-à-dire que du qu'on appelle l'MP, qui était un peu un genre pour tout, c'est-à-dire la défense des institutions, dans laquelle il y a eu des gens de droite, je prends bien vos termes, et qui sont venus, qui étaient dedans, et en fait, pour tracer large. Mais ceux-là, lorsqu'il y a eu les premiers coups de canon, d'autres sont retournés au RDR, d'autres se sont laissés au PVCI, ainsi de suite. D'autres ont laissé même abandonner le président de Gbagbo. Et vous voyez, en réalité, ce n'était pas des gens de gauche qui étaient là. Quand bien même ils ont des partis politiques, ce n'étaient pas des gens de gauche. Il y a aussi d'autres personnes qui, étant de droite, qui, ayant vu la situation qui a prévalu en Côte d'Ivoire, sont restés avec les fait le combat pendant les 10 ans qui étaient détenus, qui aujourd'hui trouvent que leur place naturelle, c'est de retourner où ils étaient. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de voir la question de la gauche se reconstituer. Parce que on se reconstitue sur quoi? Sur quel est l'élément de base sur lequel nous nous retrouvons? C'est ça la question. Aujourd'hui, je pense que la question qui se pose en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'alternative, c'est plutôt une question d'alternance. Et c'est ça, je pense, qui est le véritable problème. Il faut qu'on plutôt penser à une question, si on veut parler effectivement de la question de la gauche, pour prendre l'expression que vous avez dit, c'est la question d'une alternative. C'est-à-dire quelle société nouvelle? Une société avec des valeurs nouvelles, des valeurs de solidarité, des valeurs, je veux dire, du respect, comment on appelle, des institutions, des valeurs de respect de la chose publique, des valeurs, comment on appelle, j'ai déjà dit de solidarité, des valeurs, je vais dire, patriotiques, des valeurs de souveraineté, même si c'est aujourd'hui, c'est un enclos colonial, mais des valeurs panafricaines, c'est-à-dire qu'il y a une vision panafricaine. Toutes ces valeurs-là, je ne dis pas qu'on doit les avoir toutes, mais il y a quelques éléments essentiels sur lesquels il faut se mettre d'accord. Quand nous allons prendre le pouvoir, voilà ce qu'on va faire qui est différent des autres. Mais si aujourd'hui, l'objectif, c'est simplement, pas ça qui pose problème, de courir et de remplacer ceux qui sont là, simplement, ça, au niveau de ce qu'on pourrait appeler la gauche, se pose un véritable problème. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais si on vient et que c'est être on appelle, au service de l'impérialisme français, qui est une réalité, parce que ne jouons pas sur les mots. Aujourd'hui où nous parlons, le 19 décembre 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président français se sont retrouvés et ils ont aussi quitté le mouvement populaire des Africains qui avait dit que stop cette monnaie coloniale qui est le franc CFA. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté de nous mettre un franc CFA et pour bizarre, donc on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Et qui aujourd'hui va avoir un impact négatif sur notre vie. En Côte d'Ivoire, au Parlement, le 17, c'est le 27, quand le président Gbagbo a été reçu par le président Alassane Ouattara, c'est pendant ce moment-là que le Parlement ivoirien a voté, a donné plein pouvoir à, comment on appelle, pour qu'il puisse. Mais alors que ça devrait faire l'objet d'un débat, comment on appelle, national, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de partir du franc CFA et vers l'éco sans que la population ne soit informée. Ce sont des débats importants. La présence des bases des grands bâtiments en Côte d'Ivoire, ils sont là pourquoi? Nous, on n'a pas de problème de sécurité. D'ailleurs, en France, il y a des problèmes de terrorisme. Donc, je pense que ces militaires français gagneraient à rentrer en France pour protéger le territoire français. Il faut plutôt que cette base-là disparaisse, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres enclos coloniaux. Ouais, ce sont des questions importantes. Il y a la question
j'ai vu, nous avons vu il n'y a pas longtemps que la Côte d'Ivoire, il y a du pétrole. On dit que la Côte d'Ivoire a 10%. À l'époque, le président Gbagbo, quand il était au pouvoir, il dit que la Côte d'Ivoire a 12%. Je ne sais pas si, lorsque M. Ouattara arrive, si on a perdu 2%, ou bien on veut nous cacher les 2%. Mais tout ça, c'est pas normal que nous. C'est vrai que les économies vont venir nous raconter des histoires de debout en disant oui, ils ont investi, c'est la prospection. Écoutez, on arrête ce débat-là. Les exemples sont légion. On prend le cas de M. Hugo Chavez. Quand il vient, il y a eu Evo Morales. Quand il vient, il change la donne parce que leur pays avait, je crois, 18%. Ils vont et ils s'arrangent pour que, effectivement, la population, que ce soit vénézuélienne ou bien à l'époque chilienne. C'est la Colombie. Colombie, non, c'est pas Colombie. Oui. Non, c'est pas la Colombie, c'est la Bolivie. Evo Morales, la Bolivie. Voilà, et que les Boliviens puissent bénéficier. Hein. Vous lisez pour ça, et vous pouvez lire, comment on appelle, le livre de, comment il s'appelle, le Suisse là, j'oublie son nom, mais quand son nom viendra, je vous le dirai. Donc, on donne ces différents exemples. Vous avez aussi le livre de, comment on appelle, Michel Colomb, qui parle des 7 péchés capitaux de Hugo Chavez. Dans ce livre-là, on explique un peu les mécanismes par lesquels, quand Hugo Chavez arrive, il permet de constitutionnaliser, je dis bien constitutionnaliser, hein, ces ressources-là. Aujourd'hui, notre électricité, notre téléphone appartient à une structure étrangère. C'est pas normal. Pourquoi? Ça veut dire qu'à tout moment, le pouvoir est dans la main de ceux qui détiennent si à un moment donné, ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas d'accord avec M. Ouattara, il peut couper l'électricité à Abidjan et puis en 2-3 mouvements, on peut faire un coup d'État. Donc, ce sont des éléments qu'il faut remettre à l'État. Il faut que l'eau, l'électricité et, comme on appelle, le téléphone, reviennent à l'État. En Europe où nous sommes, ce sont des choses qu'on ne donne pas. Ça dit que l'État est majoritaire en termes de, comment on appelle, actionnaire. L'État, à la limite, s'ils veulent, même si quand ils sont gentils, ils font de telle sorte que l'État soit simplement majoritaire à plus de 50%. Sinon, des fois, c'est à 100%, ça appartient à l'État. Pourquoi chez nous, nous vendons, je vais dire, ces secteurs stratégiques-là à comment on appelle, des sociétés, et chaque fois, vous voyez que nous sommes obligés, parce que, puisqu'on les a vendus peut-être pour un franc, comment on appelle, symbolique, nous sommes obligés d'aller faire des emprunts, et nous avons des pays qui s'endettent, alors que nous avons des ressources. C'est parce que, quelque part, on n'a pas, je peux dire, les dirigeants patriotes, les gens n'ont pas les idéaux de base, si vous voulez, du progressistes, ces idéaux ont disparu au profit de la prise du pouvoir, rien que pour le pouvoir. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que pour le moment, c'est vraiment, je veux dire, c'est une situation un peu d'ordre général que nous observons depuis, comme je dis, la tombée du mur de Berlin. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose, parce qu'aujourd'hui, ce qui focalise les gens, c'est comment faire pour prendre le pouvoir. Mais il ne suffit pas de prendre le pouvoir, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'offre politique que vous offrez aux Ivoiriens? Et je pense que c'est là où il y a un véritable problème. C'est à partir de là que vous allez savoir qui fait partie de la gauche et qui ne fait pas partie de la gauche. Quelle est l'offre politique que les gens font? Avec les différentes questions dont je viens de faire cas. On aura l'occasion de revenir là-dessus certainement lors d'un prochain débat. On va conclure avec cette question, vraiment assez rapidement, en 2 minutes, sur l'avenir politique de Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire. Il rentre d'ailleurs ce jeudi 30 septembre. Et vous, en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne, en tant que militant panafricaniste, en tant que membre du Parti communiste, donc également produit de la gauche, en 2 minutes et rapidement, est-ce que vous pensez qu'objectivement, Laurent Gbagbo, qui ne dissimule pas ses intentions de revenir au pouvoir par le moyen donc, de son nouveau parti qui se prépare à mettre sur pied, a des chances de rebondir efficacement sur l'échiquier politique au point, pourquoi pas, de reconquérir le pouvoir d'État? En 2 minutes. Oui, je voudrais rapidement dire que le président Laurent Gbagbo est un monsieur qui a commencé, comme on pourrait dire l'expression, la baraka. Parce que personne ne pouvait imaginer d'abord qu'il survive à ce qui s'est passé. Ça, c'est un. Deuxièmement, personne ne pouvait imaginer
À l'époque, quand nous, on se manifestait en Europe, ici, on nous prenait pour des fous, qu'il allait s'en sortir, et voilà. Donc, avec lui, vraiment, tout est possible. Et surtout que c'était un monsieur qui a une aura assez intéressante. Oui, le président Laurent Gbagbo a d'énormes chances de revenir au pouvoir. Et je pense que, comme tous les autres, hein, il a des possibilités de revenir au pouvoir. Et je pense que les 10 ans qu'il a passés lui ont permis de comprendre un peu où s'est trouvé à un moment donné les failles dans son système, de voir, et c'est là moi, mon inquiétude, c'est vrai qu'on dit on fait pas on ne crée pas un homme nouveau, mais il faut effectivement que dans l'entourage, il n'y ait plus des gens qui sont dans l'objectif, c'est comment faire pour occuper un poste, pas pour, et puis ne pas se servir, mais au lieu de servir le pays ou de servir la nation. Et je pense que quand une telle vision, parce que je pense que la vision du président Laurent Gbagbo, c'est de servir son pays et servir l'Afrique, il faut effectivement qu'il soit aussi entouré des personnes qui ont envie d'aller dans la même direction que lui. C'est d'ailleurs pour ça que son parti, certes, qui est ouvert, me pose un véritable problème, parce que quels sont les éléments de base sur lesquels il s'appuie pour créer ce parti. Est-ce que c'est un parti qui est ouvert à tout le monde? Tout le monde peut venir. Un ex-RDA peut revenir, un gars du PDCI peut être là-bas, tout ça, etc. Est-ce que c'est ça? Ou bien il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles on tranche et qu'on est intransigeante, et ce sont ces valeurs sur lesquelles on va se camper pour créer le parti. Peut-être après faire des alliances avec d'autres partis frères. Voilà un certain nombre de choses. Sinon, le président Gbagbo a ses chances. J'espère qu'on ne va pas nous produire des situations difficiles, parce que nous sommes fatigués en Côte d'Ivoire, c'est le mot par lequel je finis, depuis quelques années, de voir que les élections deviennent une hantise pour les populations ivoiriennes. Et c'est vrai en Côte d'Ivoire seul, mais pour les populations ivoiriennes. J'espère que s'il y a des élections et que les gens ils partent sur une base de telle sorte que celui qui a perdu, ils le reconnaissent, et que celui qui a gagné les reconnaisse. C'est ça. Parce que la vie des Ivoiriens ne doit pas être sacrifiée rien que pour des postes électoraux, rien que pour des postes de ministre ou de président, etc. Parce que la vie de n'importe quel citoyen est une vie qui est précieuse. C'est pour cela, pour des élections, les élections ne doivent pas être, je veux dire, un moment où les gens ont peur, ça doit être un moment où les gens vont la fête. Et tout ce que le bulletin que je porte, c'est un bulletin d'une personne que j'ai la possibilité dans 5 ans, ou c'est pas la période qui est définie, pour le moment c'est 5 ans, je suis capable de dire, cette personne n'a pas été capable d'honorer mon vote, je vais la remplacer. Il ne faudrait pas que si on soit encore dans l'antise. Voilà ce que je pourrais dire en termes de conclusion, parce que c'est ça qui a été ma préoccupation en 2020, pardon, et j'espère qu'en 2025, il y a trop de sang qui a coulé. Aujourd'hui, nous avons des parents et des frères qui sont en exil. Il faut qu'ils rentrent. Est-ce que ce sont des questions importantes? Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'on libère tous les prisonniers politiques. Il faut qu'effectivement on permette, par exemple, à mes parents, qu'ils puissent permettre d'avoir, et je souhaite de tout cœur qu'on ait une journée. Ce n'est pas une question de défi de quelqu'un, mais au moins qu'il y ait une journée en la mémoire des personnes disparues, notamment au niveau des des gens de Anokwakouté, pourquoi pas, des gens comment on appelle, des différentes régions, mais on détermine une journée qui est une journée mémoriale qui va marquer un coup sur la Côte d'Ivoire, parce que ça fait partie de notre histoire. Parce qu'en aucun moment, la Côte d'Ivoire, aucun peuple ivoirien, je dis bien aucun peuple ivoirien, quand vous regardez le calendrier, je parlais de ça avec vous, aucun peuple ivoirien ne voit un élément qui le concerne dans une journée en Côte d'Ivoire. On peut commencer par ça, et pas finir sur d'autres choses. Merci bien, Tapé Gobera. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour la Renaissance africaine et que l'on abordait avec vous donc 2 questions, à savoir les relations entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont vous êtes un proche, avec qui vous avez donc discuté de tous ces sujets, et également la situation de la gauche en Côte d'Ivoire, sur lequel aussi vous nous avez donné votre point de vue quant à la reconfiguration que les choses doivent prendre pour les années à venir. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour un autre débat sur ivoiretv.net. Merci de nous avoir suivis. Merci aux auditrices.
vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.